disais que habituellement j'ai l'habitude de poser des questions à des étudiants. Là, je vais poser des questions à des architectes de grand talent dont on a vu les travaux. Je vous remercie beaucoup pour la qualité de vos présentations. On m'a chargé aussi de vous dire que l'alcool avait été caché à la pause, que vous aviez du café, mais qu'après cette table ronde, il y aurait cette fois-ci un cocktail avec voilà, quelques boissons et qu'on les a cachés avant pour que vous soyez encore clair et que je sois encore clair pour poser les questions à nos amis architectes. C'est bien ça, Claude? C'est bien ça. Bon, tout va bien. L'idée, c'est que je lance quelques sujets sur la thématique qui va être développée aux Journées de l'Architecture en octobre prochain, septembre-octobre prochain, sur la question de la transformation. On a vu beaucoup de projets de tailles diverses autour d'édifices, autour de morceaux de ville, autour d'espaces publics. Et je vais essayer de lancer quelques sujets autour de la transformation, en espérant que nos invités pourront les relier à leur projet et à leur approche du projet, de leur réalisation. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on a pu voir des réalisations et également des projets, des concours. Donc on a vraiment une sorte de foisonnement d'idées à la fois construites et aussi de projection dans l'avenir. Et c'est un peu ma première question à vous, architecte. C'est en fait cette question de la transformation, elle est a priori une question de projection vers l'avenir pour les architectes, puisqu'il s'agit pour vous de transformer une situation existante et de vous projeter vers l'avenir. Et on a vu dans beaucoup de vos projets que la composante historique, c'est-à-dire le regard vers le passé, pour vous était très important. Certains d'entre vous s'inspirent directement de formes, de motifs, de situations urbaines que vous allez transformer. Donc comment est-ce que dans vos pratiques, vous prenez en compte cette espèce de paradoxe dans lequel il faut se tourner vers le passé pour trouver une nouvelle situation pour l'avenir d'une ville ou d'un bâtiment? Donc je vous laisse, je ne sais pas qui veut répondre en premier ou à partir de quel projet vous voulez répondre. C'est le temps de la traduction. Je vais peut-être commencer. Pour nous, quand nous créons un nouvel espace, une nouvelle valeur, nous voudrions toujours que cet espace ait de l'âme, soit enracinant dans quelque chose avec une grande valeur. Donc, nous vivons dans un monde globalisé et le retour à ces traditions, à ces valeurs locales, cela nous permet de créer une nouvelle réalité qui a ces deux composantes. Nous transformons les acquis de notre civilisation et cela nous permet aussi de créer des choses complètement nouvelles, des objets nouveaux inscrits dans le contexte de la contemporanéité. Donc ceci nous donne une certaine liberté de création, un grand potentiel. C'est comme la conception d'un bâtiment qui n'a pas de contexte. Ça serait difficile, on n'a pas de point de référence. Mais quand on a ce point de référence, les acquis de notre civilisation, cela nous permet de donner cette valeur ajoutée qui a ce contexte. Donc pour nous, chaque bâtiment est une transformation, d'une façon ou d'une autre. Donc pour nous, l'architecture, c'est toujours de la transformation. Oui, effectivement, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'architecture qui ressort d'une tabula rasa, d'un morceau de papier blanc. Passer de la compréhension qu'on a soi-même personnellement de l'architecture, quelle que soit la profondeur de cette compréhension, à quelque chose de différent, de nouveau, ça doit toujours être le résultat d'une compréhension profonde de ce qui a précédé.
L'an dernier, j'ai eu la possibilité d'être membre d'un jury pour la partie nord de la Pologne, les Mazury. C'est une région avec beaucoup de lacs où il s'agissait d'un concours architectural fondé justement sur les inspirations du passé. Et en fait, peu d'architectes, même s'ils utilisent les points de référence historiques, ils ne font pas l'effort pour comprendre. L'architecture a toujours été très rationnelle dans le passé, mais parfois, ce que nous utilisons du passé, ce n'est pas rationnel, c'est plutôt sentimental. On ne fait pas l'effort de comprendre. Donc, qu'est-ce que nous pouvons vraiment saisir de ce passé de notre point de vue professionnel, et ça dépend aussi de notre raisonnement analytique. Pour profiter au maximum de cette tradition, il faut faire cet effort analytique pour transformer cela en valeurs modernes. Je pourrais peut-être ajouter quelques idées parce qu'il y a différents types de transformation. Et actuellement, je travaille beaucoup sur la transformation du tissu actuel et réel qui est vraiment là. J'ai montré pendant ma présentation mon projet Platon, où quand on fait ce type de transformation d'un tissu urbain ancien pour le transformer en quelque chose de moderne, c'est une route acceptée. Il ne s'agit pas seulement de refaire les choses anciennes, mais de les repenser d'une certaine façon. Et ça, c'est quelque chose dans notre bureau, dans notre firme, que nous essayons de faire. Mais nous avons aussi des motifs. Est-ce qu'il y a un problème peut-être avec mon micro? Non, tout va bien. Parce que nous avons des motifs que nous appelons des routes de projection, et on en a défini 8. Ça sera explicité dans le livre dont j'ai parlé. Une de ces routes, c'est la question du contexte. Les collègues en ont parlé. Et l'autre, c'est la transformation du contexte historique. Et là, le musée que j'ai présenté est un exemple. Le retour au passé, parfois d'une façon peu profonde, mais parfois très profonde, parce que ce qu'il y avait dans un endroit précis n'existe plus aujourd'hui. Quand ce quartier des bâtiments à Szczecin détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'aurais voulu montrer un nouveau projet où on a profité du passé pour faire quelque chose de complètement nouveau, mais entouré de l'histoire analysée d'une façon très large. Et ceci nous permet de donner un sens global à la continuité culturelle. Merci, ouais, c'est assez clair dans les projets que vous montrez qu'il y a cette question d'une sorte de continuité, c'est-à-dire d'une inspiration qui n'est pas que de l'ordre de la typologie ou d'un motif ou d'un décor, mais qui a aussi un sens qui est porté dans vos projets. Mais il y a un point que j'ai moins retrouvé, parce que vous avez moins insisté les uns et les autres là-dessus, mais là, au XXIe siècle, on parle beaucoup de transformation, non plus uniquement en termes d'édifices,
ou de morceaux de ville, mais de plus en plus on parle de la transformation de la matière, c'est-à-dire de la matière de la démolition, ce qu'on récupère après une démolition ou des terres qu'on va récupérer après des excavations. Donc cette question de la transformation de la matière elle-même, au-delà de l'architecture, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait des bétons qu'on va récupérer, qu'on va transformer pour... voilà, c'est quelque chose qui est très important, qu'on voit dans les travaux d'étudiants aujourd'hui dans les écoles d'archi, qu'on voit dans les travaux de chercheurs en architecture. Est-ce que c'est quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, apparaît dans vos projets? Est-ce que c'est quelque chose qui vous... on va dire sur lesquels vous réfléchissez, cette question de la ressource directe et de la transformation directe de la matière? La transformation de ce type repose sur un principe de base. En architecture, le principe le plus important, c'est la durabilité. Et ce principe peut être plus important que d'autres facteurs, qui sont peut-être attractifs à l'heure actuelle ou qui sont même imposés par la législation et qui nous sont vendus comme écologiques. Il n'y a rien de plus durable qu'un bâtiment qui dure. Et c'est beaucoup plus important que de construire un bâtiment qui dure que de prendre en compte le pourcentage de l'isolation thermique d'un mur. Pour moi, c'est juste un détail dans la conception d'un ensemble architectonique. Mais évidemment, il faut le prendre en compte puisque ça nous a imposé. À l'heure actuelle, il y a une exposition très importante et très intéressante à Varsovie qui s'appelle Zgruzowstanie, donc la reconstruction. Comment la ville, après la Deuxième Guerre mondiale, a été reconstruite, comment elle s'est levée, non pas des cendres peut-être, mais des débris, des gravats. Et nous voyons là des histoires très intéressantes. Donc, Varsovie était cette mer, cet océan de ruines. Et ces gravats, ces débris ont été utilisés d'abord pour construire des routes, pour contrôler les fleuves. Mais ça, c'était le premier instant. Juste après, l'on avait compris que ces gravats pouvaient être réutilisés en tant que matériaux de construction réellement. Donc, une grande partie des bâtiments de Varsovie construits après la guerre ont été construits avec ces débris des constructions d'avant la guerre qui avaient été détruites. Ce que vous dites, c'est qu'en Pologne, cette question-là est déjà présente depuis très longtemps, finalement. Parce que chez nous, c'est une question qui semble neuve, c'est-à-dire qu'on se la pose comme étant une question nouvelle, mais finalement, c'est une question du recyclage qui est présente dans l'architecture polonaise depuis très longtemps. Par la force des choses. La reconstruction de Varsovie était effectivement effectuée grâce aux briques, disons, qui étaient présentes sur place et d'autres matériaux de construction. Les nouvelles briques étaient construites avec des éclats de briques trouvés sur place. Mais l'on ne peut pas non plus dire qu'à l'heure actuelle, nous pouvons à l'infini réutiliser les matériaux qui proviennent des bâtiments existants. Cela arrive très rarement. Mais je pense que ce qui va nous arriver de plus en plus souvent, c'est la réutilisation des lieux perdus. Par exemple, là, nous travaillons à Katowice sur un grand projet, un grand ensemble architectural qui est situé sur des terrains dégradés où les sols sont très pollués et ces terrains, pour l'instant, ne sont pas utilisés du tout. Et
ils doivent d'abord être soumis à une procédure très longue, très compliquée de décontamination industrielle avant d'être utilisés, d'être réutilisés. On m'a dit qu'il y a 3 phases dans la vie d'un architecte. Construire plus, construire moins, ne pas construire. Empêcher la construction. Moi, je pense que nous sommes quelque part entre la 2e et la 3e phase. C'est peut-être paradoxal, mais peut-être nous allons être les apôtres de ne pas construire. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas là, mais nous pensons maintenant que nous avons une grande responsabilité en ce qui concerne l'utilisation non seulement des matériaux, mais de l'énergie, du lieu. Et donc, de ce point de vue-là, peut-être que le côté formel d'un projet est mis de côté, peut-être en 3e place, même si je le dis en tant qu'architecte. Ce n'est certainement pas une question simple. Il est difficile d'approcher un nouveau projet en nous disant « nous allons réutiliser uniquement les matériaux qui proviennent d'autres bâtiments ». J'avais vu un projet où le terrain, comme le projet que nous avons réalisé à Szczecin, il s'agit d'un terrain post-allemand. Donc, l'investisseur voulait reprendre un bâtiment et le réhabiliter pour qu'il puisse servir à de nouvelles fonctions. Mais entre-temps, nous nous sommes rendus compte que ce bâtiment était dans un mauvais état et il n'était plus utilisable. Et nous avons adopté une nouvelle approche, c'est-à-dire que ce bâtiment est progressivement démantelé, mais au fur et à mesure, les matériaux sont réutilisés dans le nouveau projet. Donc, ce n'est pas à moi de dire si c'est réussi, mais je trouve que c'est une nouvelle approche et c'est finalement ça qui me passionne le plus dans ce projet. Et puis, du point de vue économique, c'est pas mal parce que cela coûte moins cher. Et souvent, ces économies sont l'argument qui touche l'investisseur. Et Johanna m'avait demandé de montrer un projet que je n'avais pas montré, mais là, je voulais dire que les frais de construction étaient très importants, mais du coup, il y avait très peu de déperdition. Nous avons utilisé les matériaux provenant des producteurs locaux et nous avons essayé de tout réutiliser. Et au départ, nous nous sommes dit que les éléments, les palettes qui avaient servi à nous livrer les matériaux de construction, même avaient été utilisés pour construire le toit. Donc, le toit est fait avec les palettes qui avaient servi à nous amener les briques. Donc, tout a servi et resservi. Pour moi, la transformation du matériau, cela me fait penser au fait que c'est à nous, architectes, de déterminer comment un bâtiment va vieillir. Lorsque nous avons créé ce manoir avec son avant-toit, nous n'avons pas touché au bois. Nous l'avons laissé tel quel, brut. Parce que nous nous sommes dit qu'effectivement, ce bois allait se patiner, allait perdre sa couleur, mais en même temps, cela préserve le bois de manière beaucoup plus efficace. J'avais été également à Saint-Moritz et
Et j'avais vu des vagues de haine dans Internet, les gens disant qu'il y a des bâtiments, des bâtiments construits par des architectes célèbres à Saint-Moritz et qui sont gris, le bois n'est pas préservé. Et donc, les architectes expliquent que c'est normal, que c'est du bois de belle qualité qui avait été consciemment laissé tel quel, brut. Et donc, c'est une transformation dirigée. Cela garantit que ce bois allait survivre, allait vivre 300 ans. Si nous vernissons le bois, peut-être qu'il sera plus beau, mais il aura une durabilité beaucoup plus faible. Donc, c'est un angle intéressant également pour réfléchir à la transformation des matériaux. Et puis, un des projets sur lesquels nous travaillons actuellement, il s'agit d'un village de 600 maisons. Et au centre de ce village, il y aura des services et il n'y a pas de matériaux de construction. En fait, le centre du village, c'est une clairière dans laquelle nous vissons des trous. Et cela garantit des puits de lumière. Donc, nous ajoutons du verre pour qu'il y ait de la luminosité, mais il n'y a pas d'autres matériaux. Dans le centre du village, il n'y a pas de matériaux de construction. Et c'est peut-être aussi cette transformation-là que j'essaye de ne plus utiliser de matériaux de construction. Oui, c'est encore un paradoxe. Encore un paradoxe pour les architectes, pour vous et comme pour nous. Vous parliez d'un village, on a vu des projets un petit peu à l'écart de la ville, et puis on a vu des projets qui sont extrêmement urbains dans des milieux très denses. Ça parle aussi, je pense, de la question de la transformation simplement de notre monde, puisqu'on a une démographie en hausse constante, et puis une volonté de préserver aussi la nature, et les deux ensemble font que la question de la densification de la ville se pose partout, se pose à toutes les échelles. Comment est-ce que vous abordez cette question de la densité dans la ville, de la question de construire plus tout en préservant une qualité de vie? On a vu des projets dans lesquels il y avait une irruption de la nature, une sorte de faille végétale. Il y a la question de l'espace qui est offert à des habitants sur une place où on peut retrouver des enfants qui font du skateboard directement sur le projet. Et malgré tout, le projet est une forme de densification puisqu'on va construire à la place d'une démolition. Donc comment est-ce que vous abordez les uns et les autres cette question nécessaire de la densification tout en préservant une qualité à l'architecture, à la ville et aux espaces publics? Alors, peut-être, je voudrais peut-être dire juste quelques mots. Qu'est-ce qui se passe en Pologne? Eh bien, il y a une discussion entre les architectes, le pouvoir et la société. Et c'est un dialogue rempli de contradictions parce qu'on veut préserver le paysage et donc la densification. Mais en même temps, l'on parle des velléités des développeurs qui essayent donc d'abuser la société. Et donc, nous n'avons pas de solution. Nous essayons de trouver les solutions au niveau macro, mais je pense que nous n'avons pas trouvé de solution. Et la problématique d'un bâtiment singulier, finalement, n'est rien comparé à la problématique de l'épanchement des villes. Nous parlons de la bétonose en Pologne, donc tout est bétonné. C'est la bétonite, la maladie du béton. Et certains pensent qu'il n'est impossible d'avoir une ville
dense sans cette bétonisation. Il faut trouver un équilibre entre la qualité de vie des habitants et le respect du terrain, des terrains verts, donc des terrains qui n'avaient jamais été construits. Donc il faut trouver une approche rationnelle. Nous avons un projet que je n'ai pas pu vous montrer, mais une des résidences les plus récentes sur lesquelles nous travaillons, c'est un très beau terrain qui offre des vues spectaculaires sur Cracovie. C'est vraiment dommage d'y construire parce qu'il s'agit d'un terrain vert magnifique. Et nous avons construit un bâtiment, plus de 1000 mètres carrés. Donc ça, c'était la décision de l'investisseur. Donc c'est beaucoup pour un bâtiment d'habitation. Mais nous l'avons créé de manière à ce que la forêt reste sous le bâtiment. Donc on accède au bâtiment par un val verdoyant. Donc, c'est un grand bâtiment, mais nous préservons la forêt. Et en même temps, nous créons un espace d'accueil très plaisant. Donc, je vous encourage à regarder ce projet sur notre page. Et sur le toit de ce bâtiment, il y aura de l'herbe, il y aura un champ d'herbe et de fleurs. Donc oui, nous créons un bâtiment, mais nous essayons de préserver la surface verte et même nous ajoutons plus de verdure. Donc nous avons cette forêt que nous préservons au-dessous du bâtiment et puis ce champ de fleurs sur le bâtiment et puis encore des éléments du bâtiment qui promeuvent une ventilation naturelle et donc le bâtiment joue avec le paysage. Taka synergia między architekturą a naturą wpływa bardzo dobrze na właśnie tą intensywność, bo wtedy ta nowa dodana kubatura, ona jednocześnie współgra i wytwarza dodatkową też kubaturę tą naturalną, zieloną. O ciekawej rzeczy powiedział Marcin przed chwilą. A propos tego, oczywiście ta dyskusja nie toczy się tylko w Polsce, toczy się pewnie w całej Europie. Concernant cette discussion qu'on a eue en Pologne et un peu partout dans le monde, Temat zagęszczania. et ce thème de densification, oui, il faut se demander comment peut-on faire en densifiant, ne pas nuire à la qualité de la vie. Mais il était clair que la densification est nécessaire. Et certains sujets que nous analysons dans notre bureau sont analysés de ce point de vue-là. Nous regardons les projets antérieurs et on se demande s'il est possible pour les nouveaux projets, de profiter de certaines idées qui avaient été déjà mises en œuvre. C'est une des voies. Et vous avez fait référence à cet espace pour le peuple, pour les citoyens sur la place au-dessus du musée. Et nous avons reçu beaucoup de réactions quand j'ai annoncé que le bâtiment allait être changé. La réaction a été négative. Non, ne le faites pas, mais après des longues discussions au bureau, nous nous sommes rendus compte que cette place, utilisée par des milliers de gens, peut en fait être rendue un peu plus vert d'une façon qui ne changerait pas d'une façon radicale la place.
Il faut, évidemment, on ne peut pas exagérer parce qu'après 2 jours de pluie, il y aurait de la boue partout. Mais parfois, les solutions les plus simples sont les meilleures. Un espace public où vous avez de la place pour le public, on rajoute quand même des arbres et tout ceci prend un peu de temps entre l'imagination et la réalisation. Donc, même quelque chose qui existe déjà, qui a été mis en place par un studio ou un atelier donné, peut être amélioré ou corrigé. Pendant la présentation, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas présenté un des projets résidentiels. Là, les balcons à un certain niveau sont en fait rajoutés au bâtiment d'une façon à être exposé beaucoup plus au soleil, même quand le soleil n'arrive pas dans l'appartement même, il arrive sur le balcon, donc les gens sortent sur le balcon pour être plus exposés au soleil. Et, donc ça, c'est quelque chose qui nous inspire à être utilisé dans différents types baux parce que ceci bloque l'arrivée du soleil aux appartements au plus bas. Et c'était une certaine tentative et nous allons être inspirés pour le faire beaucoup plus à l'avenir, je pense. C'est étonnant parce que je vous ai posé la question de la densité, c'est-à-dire la construction, et tous les trois, vous m'avez parlé ou des désastres de la bétonisation ou de la façon dont vous faisiez rentrer la nature dans vos projets. C'est finalement le prochain thème que je voulais vous proposer, c'est que le XXe siècle, on va dire, ça a peut-être été le siècle de l'apogée de l'opposition entre nature et culture, c'est-à-dire qu'on a toujours vu l'architecture comme en opposition à la nature, c'est-à-dire qu'on vient se protéger de la nature, on est à l'intérieur du bâtiment, on est protégé des éléments, et de plus en plus dans les architectures aujourd'hui se pose la question plutôt ou d'une hybridation, ou en tout cas d'une participation architecture à la nature et vice-versa. Il y a un anthropologue qui s'appelle Tim Ingold qui parle beaucoup de ça, qui dit que finalement on devrait apprendre à beaucoup plus vivre en symbiose avec la nature. On le voit dans certains de vos projets. Vous parliez d'une forêt sur votre bâtiment, vous de la façon dont le soleil vient participer à la vie même de l'intérieur du bâtiment, et puis on voit vos projets avec des failles de nature dans le bâtiment. Comment est-ce que vous envisagez une utilisation plus active de la végétation, de la nature dans vos projets? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous faites des recherches, ou est-ce que c'est quelque chose qui anime vos projets en ce moment, ou de plus en plus? C'est moi qui a le microphone, donc je vais peut-être dire 2 phrases, ou peut-être un peu plus. Il y a un certain temps avant la pandémie, un architecte allemand, Chris Hetze, a invité 19 architectes jeunes, progressistes, à créer des maisons dans lesquelles on peut vivre et travailler. L'idée étant qu'il voudrait que les gens reviennent à la petite ville qui était devenue assez vide.
et il voudrait que les gens reviennent. Et nous avons eu quelques réflexions. Par la suite, nous nous sommes dit que ce qu'on y a fait pourrait être peut-être mené à bien en paysage urbain aussi. Donc cette idée on appelle ces bâtiments des living garden buildings, des jardins vivants, où la nature a un accès réel à l'intérieur du bâtiment. Pour l'instant, c'est une idée seulement. On va peut-être le réaliser en tant qu'expérience bientôt, mais sur la base de cette idée de Chris, de cet architecte allemand, ces solutions font en sorte que nous, comme des investisseurs futurs, on n'aura pas forcément besoin de quitter la ville pour profiter de la joie de la nature. Sur le plancher, on a de l'herbe hybride. L'idée étant que vivre dans cette maison, c'est vraiment vivre dans la nature. Et ceci nous donne vraiment cette idée, ce sentiment d'avoir une bonne humidité, de l'air pur. Nous avons déjà réalisé 2 maisons de ce type, l'une très expérimentale, et il s'avère qu'on peut réduire la consommation de l'énergie grâce à ces solutions. Et nous voudrions, c'est ce que nous envisageons, que dans ces différentes parties de cette ville densifiée, où le soleil arrive à certaines parties, là aussi il y aurait de la nature. Peut-être que le climat va changer à tel point, les scientifiques nous le disent, qu'il sera plus facile pour la nature de survivre à l'intérieur de nos maisons, nos bâtiments, qu'ailleurs, qui sait. Je crois beaucoup aux tentatives de ce type. Oui, je pense que ce que Ingold a écrit et proposé, c'est très intéressant parce qu'il a parlé de cette symbiose, de ce mélange, de ce monde créé par nous-mêmes et la nature. Mais finalement, cela veut dire quoi? Parce que nous aussi, nous faisons partie de la nature. Dans tout ce que nous faisons, c'est naturel aussi. Et donc, il me semble que dans l'architecture, il y a une telle tendance qui, c'est un peu marginal peut-être pour l'instant, mais ça existe. Par exemple, les modernistes voulaient, c'était programmé, et ils voulaient effacer les limites entre l'intérieur et l'extérieur, mais c'était fait d'une façon purement architectonique et pour proposer à la place des propositions plutôt physiques. Donc la construction de maisons qui sont vraiment en interstice avec la nature, interlacés avec la nature. Tout ceci sera déterminé par notre approche à la vie dans une telle maison. Est-ce que nous considérons que chaque mètre carré de chaque maison doit nous proposer plus 20 degrés et une bonne humidité? Mais peut-être pas forcément. Et je pense qu'il y a déjà beaucoup d'études qui essayent de nous convaincre en tant que consommateurs de l'architecture de repenser cette approche. Maciek m'a rappelé maintenant que nous avons
Nous sommes en train d'organiser une exposition d'ici la fin de l'année concernant nos projets et le point de départ. Et le point de départ, c'était l'Agora, ce bâtiment que nous avons construit il y a 25 ans. Et rien, dans un certain sens, aussi intéressant n'a été créé par nous depuis. Parce qu'en fait, c'était un bâtiment, c'est toujours un bâtiment dans lequel, dans ses cours intérieures et extérieures, parce qu'il y a cette palissade, et nous avons pu remarquer que l'ajout d'une petite fontaine, une source d'eau, a causé que les différences de température entre l'extérieur et l'intérieur étaient devenues beaucoup plus importantes. Et ce bâtiment était un bâtiment vivant. C'était un bâtiment de bureaux classique qui respirait dans le sens classique technique avec tout ce qu'on sait de la ventilation, etc. Mais en même temps, c'était autre chose. Parce que c'était une situation exceptionnelle avec un client exceptionnel qui ne se déplaçait pas avec un détecteur pour dire voilà, ici il faut augmenter parce que ça baisse. Non, non, mais c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il s'agit aussi de déréglementer l'architecture quelque part, de ne pas imposer des règles. Donc, déréguler l'architecture, déréglementer peut-être, mais également pour que les utilisateurs changent leur conscience, changent leurs habitudes, puisque nous sommes devenus au XXe siècle complètement dépendants d'un environnement artificiel. Et donc, on voudrait créer des maisons dans lesquelles les utilisateurs sont des consommateurs conscients à part entière, et où cela sera l'argument le plus important. L'on parle de l'intensité et de l'écologie. Je pense que la densité est inévitable puisque nous sommes beaucoup plus nombreux. Lorsque moi je suis né, on était 6 milliards. Maintenant, on est 10 milliards. Et si j'ai bien compris, on va passer d'ici quelques années à 13 milliards. Donc, de 16 à 13 milliards en espace d'une vie, c'est énorme. Donc, dans notre village, nous prévoyons beaucoup d'espaces verts, mais en même temps, nous avons prévu une grande densité parce que je pense que c'est inévitable. Et donc, la nature doit être présente dans cette densité. Mais cette nature peut être également créée de manière consciente. Parce que très souvent, on utilise un élément de relation publique, finalement, en disant, voilà, il y a un toit vert. Mais un champ de fleurs a une efficacité écologique comparable à une forêt. Mais une pelouse à l'anglaise a zéro efficacité écologique. Donc, il ne suffit pas de dire le toit est vert. Il faut également réfléchir sur le type de la nature que nous autorisons à se développer dans nos espaces. Nous avons un projet de biosymbiose où nous allons plus loin. Ce n'est pas seulement un champ de fleurs, mais par exemple la création de la biomasse. Parce que par exemple, une piscine individuelle, c'est encore l'exploitation de nos ressources. Parce qu'il faut chauffer ou refroidir, ajouter du chlore, utiliser des substances chimiques pour nettoyer. Et au lieu d'une piscine, on peut créer une biopiscine. Là, il y a des poissons,
En hiver, cette surface va geler et on peut y faire du patin. Donc, voilà, nous choisissons en pleine conscience les matériaux de construction, mais également la matière verte. Je n'ai pas eu beaucoup de temps, donc je n'ai pas tout raconté sur cette maison suisse que je vous avais montrée. Eh bien, à une étape de la création, l'investisseur avait misé sur une grande densité tout en souhaitant une diversification. Donc, nous avons cet espace de coworking et je ne sais pas si vous avez vu, mais sous le toit, il y a des micro-appartements de location. Et il n'y a pas d'ascenseur dans ce bâtiment. Donc, il y a le rez-de-chaussée, deux duplex au premier et deuxième étage, un espace de coworking et ces mini-appartements sous les toits. Donc, nous avons une diversification au rez-de-chaussée des services accessibles depuis la rue. Et comme je vous l'avais dit, le parvis du bâtiment, c'est à la fois un arrêt de bus. Le premier et le deuxième étage, ce sont ces duplex. Il est difficile de créer un appartement au deuxième étage parce que les gens qui habitent au deuxième étage souhaiteraient déjà un ascenseur. Mais un duplex, c'est autre chose. Le premier étage, c'est la cuisine et le salon. Donc, même si je rentre avec les courses, je ne me casse pas le dos à monter les courses sous les toits. Et puis, le soir, je monte d'un étage et je vais dormir. Donc, c'est une gestion efficace de l'espace. Mais, comme je vous avais dit, il y a l'espace de coworking et les micro-appartements au troisième, quatrième étage. Donc, comment les utiliser sans un ascenseur? Eh bien, nous avons relié ce bâtiment au parcours de randonnée qui passe derrière. Et donc, pour accéder à ces micro-appartements, nous y accédons par derrière du bâtiment depuis le chemin de randonnée. Donc, au lieu de faire quelque chose de pénible, il faut grimper au quatrième étage. Au contraire, nous disons, voilà, ces appartements sont accessibles depuis le sentier de randonnée et le défaut devient un atout. Moi, je suis ravie parce que nos bureaux sont au quatrième étage et je monte les escaliers parce que je pense que c'est bon pour la santé. Oui, mais il est difficile de convaincre les clients d'emménager dans un appartement au quatrième étage sans ascenseur. Personne ne va acheter un appartement de luxe au deuxième étage sans ascenseur. Au premier étage, effectivement, mais au deuxième étage, ça ne va pas marcher. Et donc, nous trichons le duplex. Cela permet d'avoir deux appartements de 2 étages sans ascenseur. Je vais revenir. On est parti assez loin dans le rapport à la nature et à la densité. Je vous propose peut-être une dernière question ou un dernier sujet, là plus proprement architectural. On parle de transformation, là on a parlé de transformation des villes, de l'architecture, les réhabilitations, etc. En fait, dans notre façon de travailler architecte, partout dans le monde, se pose la question de ce qu'on fabrique et de la façon dont nos propres bâtiments neufs vont se transformer. Et il me semble que c'est un sujet qui est très important, qu'il a toujours été et qu'on nous pose, c'est comment est-ce qu'on arrive à séparer la question, d'une certaine manière, de l'architecture et du programme. C'est-à-dire comment les bâtiments auxquels on pense vont un jour, on les construit pour être des appartements, et puis dans une génération, ça devient des bureaux, et peut-être que la génération d'après, ça sera un lieu de rencontre, où ça va devenir un espace public. On voit beaucoup d'opérations qui transforment des parkings en logements, ou qui transforment... Voilà, puis on connaît des grands cas de monuments très anciens, antiques, qui ont été réutilisés de manière complètement différente que leur utilisation initiale. Le XXe siècle a beaucoup relié la question de la construction et du programme, et c'est encore présent pour moi, j'imagine pour vous. Comment est-ce que vous réfléchissez à votre architecture en termes de rationalité, de structure, de façon à ce que vos projets soient transformables? Est-ce que vous réfléchissez à cette question-là dans vos projets?
Tout à fait. D'ailleurs, c'est marrant parce que moi aussi, je suis enseignant et l'on travaille exactement sur ça. Le programme, la programmation d'un bâtiment, pour moi, est complètement secondaire. Il faut réfléchir pourtant à ce que ces bâtiments pourraient devenir à l'avenir. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Et en fait, c'est la vie elle-même parfois qui écrit des scénarios qui nous ne viendraient pas à l'idée. Difficile d'imaginer qu'un bâtiment qui devait à l'origine être un bâtiment industriel pour une fromagerie est devenu, avant même que la construction soit terminée, est devenu un bâtiment de bureau et au bout de quelques années avait été transformé en hôtel. Effectivement, on n'a pas montré ce projet parce qu'il s'agissait d'un vaste projet, ça aurait pris trop de temps. Mais je dois dire qu'on avait eu de la chance, qu'on avait beaucoup d'auteurs sous plafond, ce qui a fait qu'on pouvait moduler l'espace assez librement. Et ce bâtiment était constitué de 2 éléments. Et en fait, dans la deuxième partie, nous n'avons pas pu agir aussi librement. Et c'est maintenant que nous travaillons sur la transformation de ce bâtiment en école. Donc, bâtiment technique d'une fromagerie, ensuite un bâtiment de bureau, ensuite un hôtel et maintenant une école. On va voir si on y arrive. Mais au début des années 90, lorsque nous étions beaucoup moins expérimentés, parce que là, nous pouvons le regarder avec une certaine distance, mais à l'époque, nous avons construit un projet qui avait beaucoup vieilli. Qui a beaucoup vieilli du point de vue technique. Moi, je l'aime toujours bien du point de vue formel, mais il était vieux. C'est un bâtiment de bureau. La ville n'a plus besoin de ce bâtiment et il est intransformable. Et j'en suis vraiment à regret. Et il y a beaucoup de bâtiments des années 70 en Pologne dont il n'y a rien à faire. Et paradoxalement, les bâtiments industriels du 19e siècle sont beaucoup plus modulables, beaucoup plus solides également, donc peuvent supporter une modification beaucoup plus profonde que nos bâtiments des années 90. Et j'en suis vraiment désolée. Mon bâtiment, qui m'a permis de devenir architecte diplômé, a été rasé l'année dernière et j'en avais vraiment les larmes aux yeux parce que c'était mon premier bâtiment. Mais il était mal construit. Merci pour cette question. C'est vraiment une question fascinante. Nos bureaux existent depuis à peu près 20 ans. Je ne sais pas exactement quand on a commencé, mais il y a une vingtaine d'années. Et effectivement, dans cette laps de temps, un bâtiment peut traverser plusieurs vies. Évidemment, moi, je suis toujours tentée par l'expérimentation. Mais moi, j'ai dessiné ma propre maison. Et là, on peut se permettre ce qu'on veut. Et du coup, on ne peut s'en vouloir qu'à soi-même si quelque chose s'est mal passé. Moi, j'avais depuis des années l'idée de faire un mur monocouche pour simplifier la construction, pour que la construction serve de mur. Et donc, j'ai construit l'arche, ma maison individuelle. Donc, nous avons une forme qui s'inscrit dans le contexte. C'était ça le point de départ, parce que je voulais que ce bâtiment dure. Et moi, je voudrais que ma fille profite de cette maison, peut-être ses enfants. Et donc, après, tous les éléments, tels que par exemple le chauffage, sont à l'intérieur. Nous avons inventé plusieurs technologies qui fonctionnent bien, mais
Mais j'attends quelques années pour voir si ça marche. 5 ans se sont écoulés. Pour l'instant, tout va bien, mais j'observe. Mais ce qui est important, c'est que tout l'intérieur, toute la structure intérieure de la maison est faite d'une manière très simple et très accessible. On peut intervenir très simplement dans le bâtiment. Parce que je me dis que lorsque Lena, ma fille, va reprendre cette maison à son compte, je suis sûre que toutes les technologies qu'on utilise maintenant seront complètement périmées. Il faudra les jeter et installer autre chose. Moi, je ne peux pas le prévoir. Ce que je peux prévoir, c'est que le changement pourrait être d'une banalité enfantine. Donc, on pourrait construire les bâtiments de la même manière, en nous disant, voilà, une structure, mais la construction doit être très simple, parce que qui sait ce que la vie va nous amener? Qu'est-ce qu'elle doit nous amener? Des surprises. Excusez-moi, moi j'écoute de la musique toujours sur une chaîne Wi-Fi des années 70. Et lui, il a un frigo des années 60 qui fonctionne encore. Et mon ampli a été, mais vraiment, construit en 1972. Et je l'ai acheté après avoir eu une chaîne de Wi-Fi moderne qui fonctionnait beaucoup moins bien. Donc, il ne faut pas jeter l'ancien. Parce que peut-être on pourrait élargir cette question. Moi, j'avais entendu un journaliste à la télé américaine qui parlait des différentes tentatives d'empêcher le changement climatique, le réchauffement du climat. Et il a dit, l'on peut approcher cette question de différentes manières, mais nous, ici, aux États-Unis, nous partons du principe qu'un changement de statut social doit se traduire en changement de statut matériel. Pour Noël, nous offrons des cadeaux. Pour remercier quelqu'un, nous offrons un cadeau. Pour se faire plaisir, nous achetons quelque chose. Et personne ne se dit « je vais écrire un poème en remerciement ». Non, on achète un objet. Et si l'on ne change pas cette habitude-là, rien ne changera profondément. Donc, ce que Maciek a dit très souvent dans notre studio, dans notre atelier, c'est quelque chose dont on parle parce qu'on a une commande concrète dont il faut s'occuper. Cette dépendance de différentes installations techniques fait en sorte que notre réalité devient très compliquée. J'ai conçu une maison, parce que c'est ce que le client voulait, où on pouvait faire plein de choses avec un seul bouton, mais finalement, on a dû ajouter à chaque commutateur des instructions. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais je pense à mes enfants, à mes petits-enfants, où il pourrait y avoir de changements tellement radicaux qu'il y aurait incompatibilité complète et totale avec ce qui existe dans une maison à l'heure actuelle. Donc je pense qu'il faut construire des squelettes très durables, mais l'intérieur devrait être facilement adaptable. Il est probable que je ne changerai rien. Si quelqu'un voulait le faire ou l'imposer, ça me ferait du mal au cœur. Mais à l'avenir, et après ma mort, peut-être. Bon, nous sommes très bavards et c'est une discussion qui pourrait continuer. Mais un mot de ma part, si vous permettez.
Hier, étant ici, nous n'avons pas pu être à Varsovie pendant la gala d'octroi des prix SARP. Mais nous avons fêté cela quand même. Nous avons projeté une maison pour une famille avec une superficie totale de 70 mètres carrés. On a appelé ça la micro-maison et nous avons commencé avec l'idée qu'il devait y avoir différents types d'utilisation. Donc il n'y a que 70 mètres carrés, 3 niveaux, mais grâce à sa forme et avec une intervention très très limitée, on peut transformer presque tout. Actuellement, il y a un garage, il y a un salon, mais il y a en fait 4 appartements. En haut, il y a 2 appartements unis, des studios qui ont 30 mètres carrés, pareil encore plus haut, et actuellement, ce qui était un garage, est un salon de beauté. Donc, l'idée, c'est que déjà demain, peut-être quelqu'un voudra faire de cette maison un bâtiment avec 5 appartements. Donc, en fait, grâce à certaines ingérences sur la façade, nous avons fait une maison où la multifonction peut être complètement changée. Ça peut devenir un bâtiment où il y a un garage, un appartement et un autre appartement. Donc vraiment une mosaïque de fonctions. Donc cette idée de fonction élastique qui me permet de changer même d'année en année, c'est très important et c'est très présent. Merci beaucoup. Alors, pour l'instant, il n'y a que moi qui ai posé des questions, mais peut-être que j'ai épuisé ma liste de questions. Peut-être que le public a une question complémentaire. Je laisse mon micro. Ou pas. Je vois quelqu'un là-haut. Bonjour, je voulais savoir qu'est-ce qui, selon vous, est vraiment polonais dans votre architecture pour chacun? Ou est-ce que c'est pas un sujet et vous pourriez être de n'importe où? C'est une question tellement difficile que je cède le micro à Maciek. Bon, la question, qu'est-ce que l'architecture polonaise? Bon, il me semble que l'architecture polonaise a des variantes différentes, des versions différentes selon la région, selon l'ère, l'époque, mais il y a peut-être un certain fil conducteur dans le sens que l'architecture en Pologne n'est pas à 100% cohésive, n'est pas à 100% sérieuse. Profiter, par exemple, des modèles du XVIIe siècle, cela voulait dire qu'on adaptait une église jésuite par rapport à l'espace urbain autour, mais on le faisait
de telle manière à quelque part on se laissait toujours une certaine liberté d'interprétation de ce modèle. Bon, on l'adapte parce que cela existe, parce que c'est ce qu'on fait de nos jours, mais c'est enraciné quand même dans ce qu'on faisait jusque-là. Pas loin de chez moi, par exemple, il y a une église qui a été construite sur une période de 50 ans au XVIIe siècle, avec des éléments baroques, de Renaissance et même classicistes. Et à mon avis, c'est peut-être cela un peu l'architecture en Pologne. On n'a jamais eu des propositions très claires, nettes. On n'a jamais produit des bâtiments purement modernistes. Il y avait toujours un petit élément venant d'ailleurs ou d'une autre époque. Et nous, on s'est posé un petit peu la question quand on a participé à ce concours pour l'ambassade polonaise à Berlin. Nous avons construit beaucoup de bâtiments commerciaux, des bâtiments de bureaux, et dire qu'il existe un bâtiment de bureau français, allemand ou polonais, c'est un peu ridicule peut-être. Je ne vois aucune différence entre ce que nous avons construit à Varsovie ou à Poznań ou ce que je vois à Berlin, intellectuellement, même si les nôtres sont meilleurs, au moins sur le plan émotionnel. Pourtant, il se fait que entre les deux guerres, ce thème était discuté beaucoup. Il y avait une certaine tendance romantique, historique. Il y avait quelques architectes comme Pniewski, qui était un architecte des autorités. Il a conçu beaucoup de bâtiments gouvernementaux, et c'est une architecture que nous aimons beaucoup. Et dans nos bâtiments résidentiels, je me demande s'il existe quand même un écho de cette approche d'entre les deux guerres. Mais il est difficile d'être sûr. Si on me donnait la tâche de construire une villa à Varsovie, je m'intéresserais peut-être pas à la Villa Savoie, mais à une villa historique de l'extérieur de Varsovie. Bon, moi je répondrai de la façon suivante. Quand j'ai commencé il y a 20 ans l'architecture comme étudiant, ce qui me gênait, c'est qu'il y avait en architecture polonaise beaucoup de choses empruntées à l'Ouest. Oui, on construisait quelque chose de très joli, mais c'était déjà fait quelque part à l'Occident. Et c'est vrai jusqu'à nos jours. À l'époque, personne ne nous connaissait, personne ne me connaissait, et je me suis dit, voilà, même si le monde ne me connaît pas, je voudrais entrer en compétition avec ce monde. Et la force de l'architecture, de notre architecture, peut venir non pas de ces emprunts de l'extérieur, mais plutôt de nos propres racines. Et j'ai essayé de suivre cette voie et je voudrais
que le plus d'architectes polonais possible suivent cette même voie. Nous avons souvent des contacts avec des architectes de l'extérieur et nous savons qu'ils évaluent notre architecture de ce point de vue-là. Ils se demandent, voilà, est-ce qu'ils ont réussi à faire quelque chose en Pologne qui qui nous pose des questions. C'est comme s'il n'y avait pas cette architecture globale, qu'on puisse rajouter quelques briques de la Pologne à cela pour que cela devienne l'architecture de la Pologne. Ce n'est pas, comme je l'ai dit, ce n'est pas une voie facile à suivre, mais j'ai une certaine satisfaction que les critiques, Hans Berlins et d'autres, disent de nous que nous créons d'une façon conceptuelle et notre bureau a été mentionné avec Toulon, Lakassal, Biga. Du coup, notre firme est en Pologne. Il y a eu de l'étonnement. Comment se fait-il que KWK est reconnu à l'extérieur du pays? Mais je suis convaincu que si on y est arrivé, c'est parce qu'on a insisté pour faire quelque chose qui vient de nous, qui vient vraiment de nous. Et quand on travaille sur un projet, je leur dis, fermez cet Internet et concentrez-vous sur quelque chose qui concerne le projet. Si vous allez regarder à gauche, à droite, à l'extérieur, non. L'objectif, c'est que votre projet soit regardé et pas le contraire. Je ne sais pas si je devrais même répondre, puisque tout ce que j'avais dit concernait l'importance du contexte, donc la polonitude de mes projets ou la suissitude de ce projet suisse. Donc peut-être je vais juste citer deux anecdotes. Et, par exemple, un client potentiel nous contacte depuis le Royaume-Uni en disant qu'il a beaucoup aimé notre projet de cette ferme polonaise et il nous dit qu'il voudrait la même chose chez lui. Et en lui disant, très bien, nous allons vous construire votre ferme anglaise. Et il nous dit, mais non, mais je ne veux pas de ferme anglaise, je veux votre ferme polonaise. Et donc, visiblement, il y a eu une particularité dans notre projet qui l'a frappé. Et nous avons eu beaucoup de mal à lui expliquer qu'il ne faisait aucun sens de construire un projet dont la quintessence est polonaise, de le construire au Royaume-Uni. Donc, visiblement, il y a quand même un caractère national dans nos projets. Et puis, c'est tout. Merci. Donc on a bien compris en fait la spécificité de l'architecture polonaise qui est liée à son histoire et à son contexte. Mais on a vu aussi que vous aviez des préoccupations qui étaient les nôtres, en fait, en particulier environnementales. Et moi, ma question, c'est l'architecture, elle est quand même liée à ces modes de production. Donc ce qui m'intéressait de savoir, c'était quelle est la place de l'architecte en Pologne, dans le pays, comment il se fait, et comment se fait la commande, à la fois la commande publique et la commande privée. Quel est le mode de production qui vous permet de faire l'architecture?
Jeszcze jedna anegdotka do wcześniejszego pytania. Alors, encore une anecdote, parce que j'avais dit deux anecdotes et j'en avais raconté qu'une. Alors, cet hôtel que nous avons construit à côté du Château Royal à Cracovie, nous avons voulu construire un bâtiment qui ne serait pas la continuation d'une tendance existante. Donc, nous nous sommes tournés donc, vers des motifs de la Renaissance, de la gothique. Et nous avons parlé avec un historien de l'art qui nous a dit « Alors, mais je ne comprends pas, il y a cette référence à cette galerie en haut, mais les sukiennice, les bâtiments très connus du centre de Cracovie, ont les galeries en bas. Donc, ce n'est pas possible de faire ça. » Et donc, nous voyons que nous pensons d'une manière non conventionnelle, mais il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à l'accepter. Et puis, l'autre question, mais c'est quel style? C'est la question que nous entendons tout le temps. Et donc, moi, je me dis que lorsqu'on nous accuse de ne pas pouvoir nous cataloguer, cela veut dire que nous avons trouvé quelque chose d'inouï, quelque chose de vraiment nouveau. Nous ne répétons pas une idée qui avait été inventée par Miss Van der Mee il y a une centaine d'années. Ah oui, mais maintenant la question concernait notre production et le processus. Eh bien, ce processus est de plus en plus compliqué parce que c'est de plus en plus rare qu'on puisse vraiment parler avec une personne vivante qui nous explique ses besoins et sa vision de l'endroit que l'on devrait créer. Nous parlons de plus en plus souvent avec les représentants, des intermédiaires des représentants, d'un investisseur anonyme. Et donc, il devient de plus en plus difficile de percer jusqu'au fond de l'idée. Et il est de plus en plus difficile d'avoir un tel dialogue qui permettra d'obtenir une solution de valeur. Tout devient de plus en plus compliqué et tout doit être vérifié par un algorithme et tout doit être ensuite validé par la hiérarchie de plus en plus byzantine. Et pour ce qui est des commandes publiques, finalement, il n'y a plus de travail de l'architecte sur le chantier. Cela n'arrive plus, alors que cela devrait être l'essence. Pour moi, c'est dramatique. Parce que même si nous essayons maintenant de simplifier quelque chose, de rationaliser quelque chose, cela se traduit par des coûts faramineux, apparemment. En fait, je ne suis pas sûre d'avoir compris votre question. Est-ce que vous demandez quelle est notre responsabilité? Comment on devrait endosser la responsabilité pour notre architecture? Comment nous faisons face aux défis? Ou peut-être Jaka jest rola? On a vu, par exemple, on avait des architectes italiens l'an dernier, et en fait, le rôle de l'architecte, sa place dans la société en Italie, a été minimisé de plus en plus. Nous, on a en fait en France encore une place
reconnus administrativement et réglementairement. Et il y a des pays où l'architecte a plus ou moins d'importance dans ce qui se produit. Et parfois... Oui, pardon. C'est ça. Et que les ingénieurs ou les techniciens prennent sa place, les financiers prennent sa place, et qu'il a une place peut-être de moins en moins importante, ou au contraire, il est de plus en plus réclamé pour ce qu'il produit comme bien-être à la société, en gros. Voilà, c'était juste savoir comment ça se passe en Pologne pour vous, quoi, en gros. To można... Renzo Piano powiedział, że... Renzo Piano a dit que si l'on ne croit pas que l'on puisse changer le monde en mieux en pratiquant l'architecture, alors on ne devrait pas être architecte. Moi, je me sens rien. Il y a des investisseurs, il y a des conseillers qui veulent changer quelque chose à tout prix. Pendant la pandémie, les gens voulaient changer quelque chose parce qu'ils s'ennuient. Vraiment, je pense qu'ils s'ennuyaient. Ils nous confiaient une commande. Une fois la commande terminée, ils nous disaient on voudrait décaler la porte vers la gauche. On décale la porte vers la gauche. Une fois la porte décalée vers la gauche, ils disent est-ce qu'on pourrait la décaler vers la droite maintenant? Vraiment, ils s'ennuyaient. Nous avons par exemple un bâtiment de bureau. Ça fait 3 ans que nous ne pouvons pas livrer le bâtiment parce qu'il y a un conseiller qui change d'avis tout le temps. Donc, moi, je dirais que le rôle de l'architecte a clairement évolué. Et ce rôle est beaucoup moins important. Ceci étant dit, il y a de plus en plus de prix d'architecture et nous obtenons de plus en plus de prix. C'est très sympa. Mais moi, j'ai 4 enfants. Et je suis sûre que 2 ne seront pas architectes et les 2 petits, je vais leur montrer, je vais être sûre qu'ils ne veuillent pas devenir architectes. Non, je suis sérieux. Mais peut-être que c'est juste une phase dans ma vie. Évidemment, il y a des moments où il y a un client privé, un petit projet, une maison en bois, tout le monde est ravi, la coopération se passe bien, c'est vraiment un plaisir. Mais quand on a 4 enfants, difficile d'en vivre. Non, mais si on parle complètement honnêtement, il faudrait dire que ce monde des prix d'architecture dont tu parles s'inscrit également dans une histoire qui se déroule à côté de nous, mais qui ne concerne pas. Nous avons obtenu un prix d'un bâtiment écologique, pour un bâtiment écologique, ou pour un bâtiment d'une importance sociale. Mais franchement, ces prix n'étaient pas pour nous. C'est parce que l'investisseur avait envie de se labelliser investisseur social ou investisseur écologique. Donc, il y a une surenchère des prix. Alors, je ne sais pas si vous savez, moi je l'ai appris récemment, apparemment il y avait une enquête en Pologne sur les métiers les plus appréciables et respectables. Et apparemment l'architecte était numéro 1 dans ce palmarès. J'étais vraiment étonnée que les architectes étaient cités en premier, parce que je dirais que la rémunération est assez basse en Pologne. Moi, je pense que nos 3 ateliers, nos 3 agences, là, nous facturons plus que la moyenne nationale et nous y tenons. Mais franchement, du point de vue financier, les architectes ne sont pas respectés. Et d'ailleurs, je pense que c'est la faute de nos collègues.
nous nous tirons vraiment dans le pied parfois. Il y a des collègues qui demandent des prix tellement ridiculeusement bas qu'ils abaissent les tarifs. Mais moi, je crois que les choses vont dans le bon sens. Mes expériences personnelles sont plutôt positives. Et comment nous avons été sélectionnés pour là? Alors, une grande agence, une petite agence et une agence montante. Donc, nous travaillons peut-être avec moins de clients que la grande agence à côté de moi, mais nous avons des clients plutôt sympas. Effectivement, cela n'existe pas lorsqu'on parle avec des grands clients institutionnels. Donc, c'est un prix à payer peut-être. Je ne sais pas comment la situation est en France. J'imagine qu'en France, la situation est meilleure. Peut-être qu'en ce qui concerne l'appréciation de l'architecte et les prix pratiqués, c'est peut-être plus positif pour les architectes. Peut-être une petite anecdote. Avant de monter mon agence, je travaillais au Royaume-Uni. Et je remarque quand même un grand changement, une grande évolution de la conscience dans la société polonaise en ce qui concerne le rôle de l'architecte. Souvent, je demandais des connaissances au Royaume-Uni et en Pologne, je demandais aux passants, à des personnes que je rencontrais, de me citer des noms de 2-3 architectes. Et peu importe si je parlais avec une femme de ménage ou avec un avocat, il y avait toujours 2-3 noms à citer. Et pour l'architecture, en Pologne, 0. Si vous demandez à n'importe quel Polonais de vous citer 2-3 metteurs en scène, tout le monde sera capable de citer 2-3 metteurs en scène, mais les architectes, 0. Mais maintenant, depuis 10 ans, je dirais, la société a vraiment changé grâce aux médias, grâce à l'évolution des mentalités. Et je pense que ce processus a lieu dans tous les pays de l'ancien bloc de l'Est. Ce métier n'était pas présent dans la conscience publique. Et là, il y a vraiment un saut qualitatif. Chaque Polonais est capable de citer 2 ou 3 grands projets connus, 2 ou 3 architectes. Et je pense que cela se traduit en valeur des architectes. Chaque année, par exemple, nous construisons pas mal de maisons individuelles. Et j'ai l'impression que les clients pensent de plus en plus qu'une maison d'architecte, c'est un investissement. C'est un investissement et les clients se rendent compte qu'ils peuvent revendre avec une grande valeur ajoutée. Donc, nous avons des clients à qui nous avons construit des villas et qui reviennent en disant « on l'a vendu pour beaucoup d'argent et nous avons racheté donc un autre terrain. Allez, construisez-nous une autre villa. » Et vous, moitié-moitié? Je ne sais pas. En tout cas, c'est mon expérience. Je pense que le rôle de l'architecte en Pologne est plutôt meilleur qu'avant. Et je pense que c'est le cas dans tous les anciens pays de bloc de l'Est. Pour la musique, pour la mise en scène, c'était des métiers toujours respectés, mais l'architecture, non. Donc, pour moi, personnellement, j'ai des expériences plutôt positives. Merci beaucoup. Je propose qu'on parle des mérites comparés des architectes en France et en Pologne autour d'un verre et qu'on voit de quelle manière on traite nos honoraires respectifs autour d'un cocktail. Je vous remercie beaucoup pour cet échange et pour la qualité de vos réponses. Et puis, allons boire un petit verre.